Bonjour et bienvenue. Avant de plonger dans les sombres secrets de Bordeaux, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune histoire macabre, pleine de mystères et de rebondissements que nous avons préparée spécialement pour vous. Et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville ou de quel pays regardez-vous? Bordeaux, 1927. Les ruelles étroites de la vieille ville recelaient des secrets que peu osaient percer. L'hiver s'attardait encore, et l'épais brouillard descendant de la Garonne semblait engloutir les contours des vieilles maisons, rendant tout gris et indistinct. Au cœur de la ville, un hôtel particulier de pierre se dressait tel un monument oublié, son portail de fer noir grinçant au moindre souffle de vent. À l'intérieur, Henri Clément, médecin réputé, examinait les dossiers médicaux des patients qui affluaient à sa clinique. Fièvre élevée, délire soudain et blessures inexpliquées revenaient fréquemment. Ce schéma l'inquiétait. Il ne pouvait ignorer que, malgré ses efforts pour les soigner, les décès continuaient, silencieux et rapides. Dans le même temps, les autorités locales, sous la direction du commissaire René Dufresne, commencèrent à comprendre que les rapports médicaux n'étaient pas des cas isolés. Dufresne, homme méthodique et expérimenté, d'ordinaire sûr de lui face aux délits courants, sentait que quelque chose clochait dans sa logique. Le murmure grandissant parmi les citoyens, les signalements de disparition et le sentiment d'une maladie invisible progressant sans prévenir créèrent une tension sourde qui semblait paralyser la ville entière de peur. Henri arpentait les couloirs froids de sa clinique, chaque pas résonnant comme un rappel de son impuissance. Il observait les battements de cœur irréguliers de ses patients, la pâleur cadavérique qui envahissait leur visage et l'absence d'explication que lui apportaient ses propres examens. Une nuit, en examinant un cas particulièrement troublant, il remarqua dans la disposition des blessures un détail qui le glaça d'effroi, de petites marques précises, comme si une main invisible avait effleuré chaque victime avant que la mort ne survienne. Entre-temps, Dufresne visita les quartiers les plus anciens, enquêtant sur les témoignages de riverains qui juraient avoir entendu des chuchotements et des bruits de pas nocturnes dans les ruelles désertes. Il commença à soupçonner qu'il ne s'agissait pas simplement de maladie ou de malchance. Quelque chose de plus profond, de plus sinistre, s'agitait sous la surface tranquille de Bordeaux. Les autorités étaient désemparées, les médecins perplexes, et la population, bien que silencieuse, sentait qu'une force maléfique s'était enracinée parmi elles. Les premières nuits de mars furent marquées par d'étranges rencontres. Des patients en voie de guérison partielle manifestaient un comportement erratique, des murmures incompréhensibles et une obsession quasi rituelle pour des objets du quotidien, une bougie, un couteau de cuisine, un flacon de médicaments. Henri tenta d'engager le dialogue avec eux, mais ses paroles restèrent sans écho. Toute tentative d'explication scientifique semblait insuffisante, comme s'il existait une force qui transcendait la logique médicale. Tandis qu'Henri et Dufresne tentaient de comprendre ce qui s'était passé, un nouvel élément fit son apparition. Des témoignages faisant état d'ombres, observant les maisons, des silhouettes qui disparaissaient à la vue de tous. Aucun signe d'intrusion, aucune trace visible, seulement un sentiment troublant d'être épié. Cette perception macabre commença à éroder la confiance de la population, transformant le quotidien en un véritable labyrinthe de peur. Le contraste entre la rationalité des protagonistes et le caractère inexplicable des événements créait une tension palpable. Henri s'efforçait de garder son esprit scientifique ouvert à des possibilités qu'il n'avait jamais envisagées. Dufresne, habitué à maîtriser le crime et le chaos urbain, se trouvait impuissant face à un ennemi invisible, et Bordeaux, ville d'histoire et de tradition, commençait à s'effondrer sous le poids d'un mystère que personne ne parvenait à percer. Chaque matin apportait son lot de nouveaux signes, des patients disparus, des murmures entendus dans les rues silencieuses, des objets qui changeaient inexplicablement de place. Les ombres de l'hôtel particulier et des vieux quartiers de Bordeaux semblaient s'animer d'une vie propre, comme si la ville était un organisme vivant,
manipulant les peurs et les soupçons de ceux qui osaient enquêter. Henri examina une nouvelle fois les dossiers, remarquant des schémas que personne d'autre n'avait perçus. Dufresne organisa des patrouilles nocturnes, cherchant à saisir un indice tangible, mais revenait toujours bredouille. La tension montait, et un sentiment d'urgence s'installa, tel un froid silencieux. Il fallait agir avant que le mystère ne consume tout. Et dans le silence pesant des nuits bordelaises, une question planait. Qui ou quoi était réellement à l'origine de ces événements que ni la science ni la loi ne pouvaient expliquer? Bordeaux n'était pas seulement une ville, mais un labyrinthe d'histoires et de secrets ancestraux. Ses ruelles étroites, pavées de pierres usées, portaient les stigmates de siècles de commerce et de révolte, et ses immeubles de style Renaissance dissimulaient des passages secrets et des greniers oubliés du temps. C'est parmi ces ruelles et ces vieux hôtels particuliers qu'Henri Clément commença à comprendre que les maladies et les disparitions n'étaient pas le fruit du hasard. Chaque quartier semblait posséder sa propre énergie, et les témoignages des habitants indiquaient que l'hôtel particulier du centre-ville, ayant appartenu à une famille aristocratique mystérieusement disparue des décennies auparavant, était l'épicentre de ces phénomènes étranges. Aux côtés d'Henri, Louise Moreau, infirmière dévouée et intuitive, fit son apparition. Contrairement à Henri, qui s'appuyait sur la science pure, Louise possédait un instinct aigu, fruit d'années passées à soigner des patients issus de familles bordelaises traditionnelles. Elle commença à percevoir des indices subtils que les dossiers médicaux ne révélaient pas. Le désespoir des patients revenant partiellement guéris, des objets qui se déplaçaient, et même des odeurs imperceptibles, presque imperceptibles, qui précédaient les crises les plus graves. Sa perception, complémentaire à celle d'Henri, créa une dynamique mêlant rationalité et intuition, rendant l'enquête plus approfondie, mais aussi plus éprouvante. Dufresne, pour sa part, ressentait le poids de l'héritage de la ville. Les forces de police locales étaient peu nombreuses et habituées aux délits courants. Vols, rixes de tavernes, larcins de vin dans des caves centenaires. Désormais confronté à des disparitions et à des phénomènes inexplicables, il se mit à remettre en question ses propres convictions. Pour l'aider, le commissaire fit appel à Georges Lemoine, historien local et spécialiste des familles nobles bordelaises. Georges lui apporta de précieuses informations sur l'hôtel particulier, d'anciens récits de rituels étranges, des disparitions jamais consignées dans l'histoire officielle et des journaux intimes partiellement brûlés d'habitants qui juraient avoir aperçu des silhouettes encapuchonnées errant dans les couloirs la nuit. Chaque personnage secondaire apportait une dimension différente au conflit. Henri la rationalité, Louise une perception fine, Dufresne l'autorité et la rigueur de l'enquête, et Georges le lien avec le passé. Ensemble, ils commencèrent à comprendre que les événements ne se limitaient pas à de simples maladies ou crimes. Il y avait des schémas, des signes, des indices d'une force qui défiait toute logique liée à l'histoire ancienne de Bordeaux et aux familles qui avaient jadis dominé la ville. Bien que silencieuse, la population faisait entendre sa voix dans l'ombre. Commerçants, vignerons et habitants des ruelles étroites commencèrent à échanger des récits discrets. Enfants disparus, bruits inexplicables par les nuits froides, pas dans les maisons abandonnées. Certains refusaient de parler, craignant des représailles ou la malédiction qui semblait planer sur la ville. D'autres, plus courageux, laissaient des mots anonymes et des messages codés, tentant d'alerter les médecins et les autorités. Ce réseau de petits signes commença à former une mosaïque complexe, une toile d'indices qu'il fallait déchiffrer avec attention et courage. La scène culturelle occupait également une place centrale. Bordeaux, avec son architecture classique, ses vignobles et ses ruelles historiques, offrait un cadre idéal à l'atmosphère macabre. Caves souterraines, places anciennes et demeures aristocratiques constituaient le décor parfait pour des événements inexplicables. Des éléments historiques, tels que les guerres civiles locales et le déclin des familles nobles, s'entremêlaient au récit, suggérant que le mal qui hantait la ville pouvait avoir des racines plus profondes qu'il n'y paraissait.
Chaque porte ancienne, chaque tapisserie usée, portait en elle des traces d'anciens secrets, prêts à ressurgir au moment opportun. Tandis qu'Henri, Louise, Dufresne et Georges exploraient ces lieux, de nouveaux conflits surgirent. Entre peur, incrédulité et nécessité d'agir, des alliances se formèrent et se brisèrent. Les personnages secondaires, voisins, patients, personnels du manoir, révélèrent leurs propres motivations, de la protection de leur famille à la préservation des secrets de famille, enrichissant le récit et le rendant plus imprévisible. Chaque interaction dévoilait des facettes cachées de Bordeaux, suggérant que la ville entière était peut-être manipulée par des forces inconnues, ou du moins que ses habitants n'étaient que les pions d'une machination plus vaste et plus inquiétante. La tension résidait donc non seulement dans les morts et les disparitions, mais aussi dans la perception grandissante que passé et présent étaient liés par des liens invisibles, susceptibles de redéfinir la réalité de chaque personnage. Et à mesure que les protagonistes s'enfonçaient dans cet enchevêtrement historique et culturel, le sentiment qu'un événement bien plus vaste et sinistre allait se produire devenait inévitable. Les nuits bordelaises s'allongeaient et s'épaississaient, comme si la ville respirait à son propre rythme, dictant la peur qui imprégnait ses rues. Henri et Louise commencèrent à suivre des cas plus graves, découvrant que les symptômes évoluaient de façon étrange. Fièvre soudaine, délire complexe et marques subtiles sur le corps des patients, comme les signes d'un rituel invisible. Chaque nouveau cas ajoutait une pièce à ce puzzle macabre, mais aucune théorie médicale ne pouvait expliquer la rapidité avec laquelle la mort se propageait. Entre-temps, Dufresne intensifia ses investigations dans les vieux quartiers, recueillant des témoignages contradictoires. Certains habitants affirmaient avoir aperçu des ombres ou des silhouettes encapuchonnées dans les ruelles, tandis que d'autres juraient que des maisons apparemment abandonnées restaient silencieuses et vides. Le conflit prit une tournure plus personnelle. La population commença à douter des compétences des autorités et des médecins. Le désespoir et la paranoïa créèrent un climat où le moindre geste, le moindre bruit pouvait être interprété comme le signe d'une menace imminente. Georges Lemoine apporta de nouvelles informations qui compliquèrent encore la situation. De vieilles archives révélèrent que l'hôtel particulier central avait non seulement appartenu à une famille aristocratique disparue, mais avait également été le théâtre de rituels secrets, supposément liés à la médecine alternative et à l'alchimie. Des documents fragmentaires évoquaient d'étranges formules, des traitements expérimentaux et des disparitions étouffées, laissant supposer que l'hôtel particulier recelait des secrets que personne n'avait pu percer jusqu'alors. Ces découvertes historiques soulevèrent une question troublante. Le mal qui hantait désormais Bordeaux pourrait avoir des racines remontant à plusieurs générations, et les victimes actuelles ne seraient-elles que le reflet d'événements passés. Tandis qu'Henri et Louise cherchèrent des constantes dans les symptômes, ils comprirent que la maladie ne se limitait pas à des groupes isolés. Un lien ténu commença à se dessiner. Tous les patients avaient un lien, même minime, avec de vieilles familles de la ville, des vignobles centenaires ou des sites historiques. Cette découverte laissait entendre que l'origine du conflit n'était pas seulement biologique ou surnaturelle, mais aussi sociale et historique, traversant les strates du temps et de la mémoire. Les pressions internes s'intensifièrent également. Henri commença à ressentir les effets de l'épuisement physique et émotionnel, les nuits blanches, les décisions difficiles et l'impuissance face aux patients commencèrent à ébranler sa confiance. Louise, quant à elle, était confrontée à des dilemmes moraux. Jusqu'où pouvait-elle suivre son intuition sans se mettre en danger? Dufresne subissait la frustration d'un système qui semblait impuissant face à des forces invisibles, tandis que Georges sentait l'histoire qu'il avait tant étudiée prendre vie, menaçant non seulement la ville, mais aussi tous ceux qui participaient à l'enquête. Des intrigues secondaires ont émergé naturellement. Un patient partiellement rétabli a commencé à se comporter étrangement, s'isolant et répétant des paroles énigmatiques à propos de ce qui a toujours été caché. D'autres résidents ont commencé à signaler des signes de violence silencieuse,
des portes verrouillées de l'intérieur, des objets déplacés, des messages écrits à l'encre baveuse et d'anciens symboles sur les murs. Chaque petit incident ajoutait des couches de tension et de mystère, rendant impossible de distinguer la réalité de la peur collective. L'atmosphère de la ville reflétait le conflit intérieur des personnages. Bordeaux, enveloppée de brouillard et de silence, semblait se refermer sur elle-même, renforçant le sentiment d'enfermement et de danger imminent. Chaque pas dans les ruelles étroites comportait le risque d'une rencontre inattendue. Chaque porte ouverte pouvait révéler des secrets ou des horreurs, et chaque ombre semblait dissimuler des intentions obscures. Un sentiment d'impuissance s'emparait de tous. Médecins, autorités et habitants sentaient que le contrôle leur échappait peu à peu. Un tournant décisif survint lorsqu'Henri découvrit que certains patients disparus réapparaissaient partiellement, avec des souvenirs fragmentés et des signes physiques d'altération défiant toute logique scientifique. Louise commença à documenter des changements de comportement subtils, presque imperceptibles, mais constants chez les survivants. Dufresne comprit que ces schémas de disparition et de réapparition coïncidaient avec des dates historiques d'anciens rituels, suggérant qu'une forme de répétition ou de vestige du passé interférait avec le présent. Des conflits surgirent également entre les protagonistes. Henri et Louise s'opposèrent sur les méthodes d'enquête, science ou intuition. Dufresne mit en doute la crédibilité des informations historiques fournies par Georges, tandis que ce dernier insistait sur le fait qu'ignorer le passé serait fatal. La tension monta car chaque mauvaise décision pouvait coûter des vies et l'urgence de comprendre l'origine du désastre rendait la coopération difficile. Le conflit atteignit son paroxysme lorsqu'une série d'incidents simultanés fit comprendre à Henri, Louise, Dufresne et Georges que la ville entière était en jeu. La menace n'était plus isolée ni épisodique, elle se manifestait de manière coordonnée et croissante, mettant à l'épreuve les limites de la raison, du courage et de la science. Et tandis que chaque personnage était confronté à ses limites et à ses peurs, le sentiment qu'une menace encore plus sombre approchait rendait l'atmosphère pesante, chargée d'attente et d'une horreur latente. Au fil des jours, Bordeaux semblait tiraillé entre deux réalités. La quiétude apparente de ces rues historiques et l'ombre grandissante d'événements inexplicables. Tandis qu'Henri et Louise travaillaient sans relâche à la clinique, de petits groupes d'habitants commencèrent à se former, chacun porteur de son propre récit d'une terreur silencieuse. Parmi eux, le jeune vigneron Marcel, héritier d'une des vieilles familles, révéla que ses ouvriers avaient mystérieusement disparu dans une des caves. Il affirma avoir entendu des murmures durant la nuit, mais personne ne le crut jusqu'à ce que des traces de vandalisme et des objets déplacés soient découverts. Une autre intrigue secondaire se dessine avec Colette, une ancienne gouvernante du manoir principal, revenue en ville après des décennies d'absence. Colette évoque des souvenirs de rituels et de pratiques étranges auxquels elle avait assisté dans sa jeunesse, et son récit laisse entendre que le manoir était bien plus qu'un simple site historique. C'était un centre d'influence et de manipulation, capable d'affecter non seulement certains résidents, mais la ville entière. Henri et Louise réalisent que ces récits, bien que fragmentaires, coïncident avec des schémas médicaux et comportementaux qu'ils ont observés chez leurs patients. Chaque indice découvert relie le passé au présent d'une manière troublante. Parallèlement, Dufresne devait gérer une dimension politique, la pression des hautes autorités exigeant des solutions rapides. La ville ne pouvait se permettre de paniquer, et la presse commençait à spéculer sur des épidémies et des complots. Dufresne était tiraillé entre la protection des citoyens et la nécessité de maintenir l'enquête ouverte et discrète. La tension montait, car la moindre erreur risquait de déclencher un chaos social, mettant en danger aussi bien les protagonistes que les habitants. Les relations entre les personnages se complexifièrent. Henri et Louise, unis par leur quête de vérité, commencèrent à remettre en question leurs propres convictions.
Louise se demandait si l'instinct suffirait face à une menace qui dépassait la science, tandis qu'Henri peinait à accepter les limites de la raison. Georges, toujours attaché au passé, s'opposa à Dufresne, qui envisageait l'enquête sous l'angle de la logique du droit et de l'ordre. Ces tensions enrichirent le récit, révélant que le conflit ne se limitait pas aux forces extérieures, mais prenait également racine au sein de chaque protagoniste. Des intrigues secondaires impliquant des habitants ordinaires commencèrent à révéler des schémas plus macabres. Des enfants disparus dans les quartiers voisins réapparurent avec des comportements étranges et des bribes de souvenirs suggérant une influence extérieure. Des silhouettes fantomatiques furent aperçues la nuit sur les toits et dans les greniers, et des messages codés apparurent sur les portes et les murs, formant des codes que seuls quelques-uns parvenaient à déchiffrer partiellement. Chaque petit indice renforçait le sentiment que la ville était manipulée, instaurant un climat de paranoïa et d'urgence. Pour maintenir le dynamisme du récit, des événements temporels furent intégrés. Des dates précises, coïncidant avec des festivités historiques et des rituels ancestraux, servaient de déclencheurs à de nouveaux incidents. Ce détail accentuait la tension, car les protagonistes devaient anticiper les événements, décrypter des schémas et agir promptement pour éviter de nouvelles tragédies. La ville semblait suivre son propre rythme, comme si elle était vivante et déterminée à mettre à l'épreuve les limites de quiconque osait percer ses secrets. Des intrigues secondaires, liées au manoir et au passé des anciennes familles, commencèrent à s'entremêler au conflit principal. De vieux documents, les souvenirs de Colette et des archives historiques fournirent des pièces cruciales pour percer le mystère, mais révélèrent également que les protagonistes étaient confrontés à des forces agissant à plusieurs niveaux, historiques, psychologiques et peut-être même surnaturels. Chaque avancée s'accompagnait de nouveaux obstacles, maintenant la tension à son comble. Parallèlement, les personnages secondaires, résidents, patients et témoins, ont joué des rôles inattendus. Certains ont apporté leur aide, en fournissant des indices et des ressources. D'autres ont fait obstacle par peur, par méfiance ou par intérêt personnel. Ce réseau complexe d'interactions a donné naissance à un récit riche, où chaque décision pouvait avoir des conséquences imprévisibles, intensifiant le suspense et captivant le lecteur. À la fin de cette étape, les protagonistes comprirent qu'ils ne pouvaient plus œuvrer isolément. Le lien entre passé et présent, mystère et science, peur et raison, exigeait qu'Henri, Louise, Dufresne et Georges agissent de concert, malgré la méfiance et les conflits internes qui les unissaient. Bordeaux, avec son architecture imposante et ses rues silencieuses, devint un personnage à part entière, interagissant avec chaque élément du récit, intensifiant la tension et influençant le destin de chacun. Les intrigues secondaires n'étaient plus de simples détails. Elles constituaient l'essence même du conflit, reliant le sombre passé du manoir, les mystérieuses disparitions et les forces invisibles qui façonnaient la vie en ville. La prochaine étape exigerait du courage, de la stratégie et l'acceptation que la réalité qu'ils connaissaient était sur le point de se transformer de façon inattendue. La tension qui planait sur Bordeaux atteignit son paroxysme par une nuit particulièrement froide et silencieuse. Dans les rues enveloppées de brouillard, seules quelques lanternes solitaires reflétaient la lueur des rues, tandis que les protagonistes pressentaient qu'un événement majeur allait se produire. Henri et Louise étaient à la clinique, examinant les derniers dossiers de patients revenus partiellement, leurs souvenirs fragmentés et leurs comportements inquiétants. Chaque détail semblait lié à d'anciens dossiers conservés au manoir central, mais aucun schéma prévisible ne se dégageait. C'est alors qu'une lettre anonyme parvint au bureau de Dufresne, écrite d'une vieille écriture tremblante. Elle ne contenait que quelques lignes. « Ce qui est caché n'est pas humain. La vérité se trouve sous le manoir. » D'abord, le commissaire crut à une plaisanterie, mais la façon dont la lettre décrivait ce sentiment d'être observé et menacé lui donna la nausée. Il réunit Henri, Louise et Georges, insistant pour qu'ils enquêtent au manoir de nuit, malgré le risque évident.
En pénétrant dans le manoir, les protagonistes sentirent une atmosphère étrange. Une odeur de fer et de terre se mêlait à une humidité étouffante qui semblait imprégner chaque mur. Des torches projetaient des ombres allongées, transformant meubles anciens et tapisseries en silhouettes menaçantes. C'est alors qu'ils découvrirent un passage secret derrière une bibliothèque. Un étroit couloir, couvert de symboles anciens, menait à une cave souterraine. À chaque pas, le bruit résonnait contre les murs de pierre, comme si la maison elle-même était vivante et les observait. Dans la cave, le déclic se produisit. Parmi de vieux fûts et la poussière accumulée, Henri et Louise découvrirent des traces d'expériences macabres, des flacons brisés contenant des liquides sombres, des notes aux formules anciennes et des marques de rituels mêlant médecine et superstition. Mais le plus grand choc fut de trouver Marcel, le jeune vigneron immobile devant un étrange cercle tracé au sol. Ses yeux, vides et inexpressifs, reflétaient une conscience divisée. Il se souvenait de tout, mais il n'était plus tout à fait lui-même. Georges entreprit de déchiffrer les inscriptions et comprit que le manoir avait servi de laboratoire pour d'anciennes expériences, destinées à manipuler les esprits et les corps des Bordelais. Il s'agissait d'un ancien système de contrôle qui semblait désormais avoir été réactivé. La révélation fut un choc pour tous. Disparitions, maladies et comportements étranges n'étaient pas des phénomènes isolés, mais la conséquence d'une force historique, organisée et invisible, qui se propageait depuis des décennies. Tandis qu'Henri s'efforçait de maintenir Marcel conscient, Louise découvrit un autre détail troublant. Les patients qui se rétablissaient partiellement n'étaient que les graines d'un plan plus vaste. Le manoir, avec ses caves et ses passages secrets, servait d'épicentre, capable de manipuler la ville entière. Chaque disparition n'était pas le fruit du hasard. Elle s'inscrivait dans un réseau complexe, orchestré par des personnes ou des forces inconnues qui avaient traversé les générations. Dufresne, quant à lui, était confronté à son incrédulité. Son expérience policière ne l'avait jamais préparé à être témoin d'une manipulation aussi profonde, mêlant science, superstition et pouvoir historique. Il comprit qu'il ne s'agissait pas seulement de crimes ou de maladies. La ville entière était façonnée par un schéma ancestral, et aucune action isolée ne suffirait à endiguer la menace. La tension était à son comble lorsqu'Henri, Louise et Georges comprirent qu'on les observait. Des ombres se déplaçaient sur les murs et des chuchotements inintelligibles résonnaient dans les couloirs souterrains. Marcel, toujours à l'intérieur du cercle, commença à murmurer des avertissements comme s'il pressentait un danger à éviter. Chaque pas était un risque, et le sentiment d'entrer dans un piège les fit monter l'adrénaline. La révélation finale de ce tournant décisif provenait d'une inscription ancienne. Le gardien revient quand la ville oublie ses racines. Georges comprit que la force qui avait manipulé Bordeaux pendant des décennies n'était pas seulement physique, mais aussi symbolique, un vestige du passé se manifestant à travers les gens, les lieux et les souvenirs. Henri réalisa que sauver la ville exigerait bien plus que la science et la recherche. Il faudrait affronter le mystère ancestral lui-même, faire face à des secrets enfouis depuis des siècles et remettre en question l'inévitable cycle de répétition. En sortant de la cave, le froid nocturne semblait plus intense et le brouillard plus épais. Chacun avait désormais une conscience altérée du danger et de la complexité de la menace. Bordeaux n'était plus seulement une ville historique, elle était devenue un champ de bataille entre des forces invisibles, la science et le courage humain. Et ce qui avait commencé comme une enquête médico-légale s'était mué en une lutte désespérée pour comprendre et affronter un mal qui traversait les générations. Ce tournant décisif a non seulement transformé la perception qu'avaient les protagonistes de la situation, mais a aussi instauré l'urgence de leurs actions futures. La ville vibrait, et le passé, implacablement présent, exigeait des réponses rapides, des décisions courageuses et des stratégies capables de défier la logique et l'histoire elle-même. Après la découverte dans la cave de l'hôtel particulier, Bordeaux sembla irrémédiablement transformé.
La ville silencieuse, jadis enveloppée de brume et d'ombre, respirait désormais une peur collective palpable. Henri, Louise, Dufresne et Georges émergèrent des profondeurs, porteurs de bien plus que de connaissances. Ils portaient la certitude d'être confrontés à quelque chose qui défiait toute logique humaine. Chaque pas dans les rues anciennes leur rappelait que le danger n'était plus seulement théorique, mais bien réel et agissant. Marcel, encore sous le choc des révélations, commença à montrer des signes d'instabilité. Son regard vide et ses gestes mécaniques trahissaient une altération de sa conscience suite à son expérience au manoir. Louise se consacra à ses soins, tentant de reconstruire certains aspects de sa personnalité, mais Henri comprit que chaque intervention risquait d'avoir des conséquences imprévues. La responsabilité médicale se transforma en un dilemme moral. Sauver Marcel signifiait affronter le pouvoir ancestral du manoir au risque de sa propre sécurité et de celle d'autrui. Dufresne, de son côté, sentait le temps pressé. Des nouvelles de disparitions et d'incidents étranges commencèrent à filtrer, et la population, bien que silencieuse, murmurait déjà à propos d'une malédiction qui semblait surgir du passé. La réaction des hautes autorités, exigeant des solutions rapides et des preuves concrètes, rendit la situation encore plus critique. Il comprit que toute décision isolée risquait d'aggraver le chaos, et que, pour coordonner une réponse efficace, il faudrait faire entièrement confiance aux experts et à l'expérience historique de Georges. Les événements secondaires apparus les jours précédents s'intensifièrent. Des vignerons expérimentés commencèrent à signaler des pertes parmi leurs employés, des caves vides et des signes de rituels. Les habitants, comprenant que les ombres et les chuchotements nocturnes n'étaient pas le fruit du hasard, organisèrent de petites veillées et des patrouilles pour tenter de se protéger d'une menace invisible. Chaque action engendrait une réaction. Des maisons fermées à clé étaient mystérieusement cambriolées. Des objets disparaissaient et le sentiment d'être observé s'intensifiait. La peur collective façonna les comportements, engendrant une tension constante et entravant l'enquête officielle. Henri et Louise durent faire face aux conséquences pratiques de leur découverte. En tentant d'interroger des patients partiellement rétablis, ils comprirent qu'il leur était impossible d'obtenir des réponses claires. Des fragments de mémoire leur revenaient de façon confuse, avec des lacunes suggérant une manipulation consciente ou inconsciente. Certains patients agissaient de manière autonome, mais étrange, comme guidés par un scénario invisible. Chaque interaction avec ces personnes complexifiait l'enquête, exigeant des décisions rapides et une évaluation des risques. Georges commença à percevoir de profonds troubles psychologiques chez tous les protagonistes. La découverte des secrets ancestraux du manoir et la manipulation de Marcel engendrèrent une tension émotionnelle et un épuisement mental. Des conflits internes surgirent. Henri s'interrogeait sur les limites de la science, Louise sur la question éthique de soumettre Marcel à de nouvelles expériences, et Dufresne était tiraillé entre l'obéissance à l'autorité et la protection des civils. Chaque choix devenait une épreuve d'endurance, de patience et de courage. L'hôtel particulier, épicentre du conflit, continuait d'influencer les lieux. Des signes de présence, portes entr'ouvertes, ombres sur des fenêtres isolées, bruit de pas dans les couloirs déserts, laissaient supposer que les protagonistes étaient constamment observés. La ville semblait réagir à leurs actions. Chaque mouvement provoquait des effets subtils mais perceptibles, renforçant l'impression que Bordeaux était à la fois l'ennemi et le décor. Cette interaction accentuait la pression temporelle, exigeant des décisions rapides, une planification stratégique et une extrême minutie. Tandis qu'Henri s'efforçait de reconstituer les schémas médicaux, Louise documentait l'étrange comportement de Marcel et des autres survivants. Dufresne cherchait à coordonner la ville, tandis que Georges retraçait chaque découverte dans son contexte historique. Chaque personnage réagissait différemment aux conséquences de ce tournant, mais tous comprenaient que la prochaine action devait être décisive. Le mal qui émanait du manoir ne pouvait être ignoré, et les réponses improvisées ne suffiraient plus à endiguer la menace grandissante.
Cette période de conséquences engendra une tension collective intense. Bordeaux n'était plus seulement une ville touchée par des événements isolés, mais un théâtre où convergèrent des forces passées, présentes et invisibles. Chaque réaction, chaque décision façonnait la suivante, et les protagonistes comprirent que la solution exigerait du courage, de la collaboration et une compréhension profonde de l'histoire et de la psychologie de tous ceux qui étaient impliqués. L'atmosphère macabre et les interactions complexes entre les personnages principaux et secondaires révélaient que la ville vivait à son propre rythme, mettant à l'épreuve les limites, les capacités et la moralité. Le décor était planté pour que les protagonistes affrontent des défis encore plus grands, les forçant à se confronter non seulement aux forces extérieures, mais aussi à leurs propres peurs et limites. Suite aux événements survenus dans la cave du manoir, Henri sentit qu'il ne pouvait plus se fier uniquement à la science conventionnelle. Son expérience avec Marcel et les patients partiellement rétablis lui révéla que les connaissances historiques et les schémas ancestraux étaient tout aussi essentiels que les méthodes médicales. Il commença alors à combiner observations cliniques et indices historiques, notant des comportements, des symboles et des dates précis, à la recherche d'une logique reliant passé et présent. Cette approche hybride exigeait de lui patience, créativité et courage, des qualités jamais mises à l'épreuve avec une telle intensité. Louise, quant à elle, assuma un rôle plus actif et stratégique. Auparavant intuitive et prudente, elle commença à mener de petites enquêtes nocturnes avec les courageux habitants qui osaient encore braver le brouillard dans les rues de Bordeaux. Elle commença à percevoir des schémas comportementaux chez les survivants, anticipant les mouvements de Marcel et des autres personnes touchées, comme si elle dansait avec le mystère lui-même. Cette évolution la transforma d'observatrice en actrice de l'enquête, rythmant les investigations et redonnant espoir à ceux qui résistaient encore à la peur collective. Dufresne, habitué à s'appuyer uniquement sur les règles et les procédures, dut rompre avec ses habitudes. La pression liée à la coordination des actions dans la ville et aux relations avec les autorités supérieures l'obligea à prendre des décisions rapides, fondées davantage sur l'intuition et l'observation directe que sur les rapports officiels. Ce changement ne fut pas aisé. Le commissaire se sentit vulnérable, mais découvrit que son expérience de chef pouvait être mise à profit de manière novatrice, en combinant les stratégies policières aux informations fournies par Henri, Louise et Georges. Georges, toujours lié au passé historique de la ville, devint un personnage encore plus crucial. Il entreprit de dresser des cartes reliant les événements passés du manoir aux incidents récents, croisant les dates de disparition, de rituels et de maladies. Son aptitude à interpréter les traces du passé devint un atout essentiel pour l'enquête. Cette convergence entre passé et présent permit aux protagonistes d'anticiper certains schémas et d'agir avant que la situation ne dégénère, marquant un tournant décisif dans l'approche de l'enquête. Pendant ce temps, Marcel demeurait un élément crucial. Henri et Louise mirent au point des méthodes pour stabiliser sa conscience fragmentée, instaurant une relation de confiance fondée sur des signes subtils, des mots-clés et des gestes. Chaque progrès, bien que modeste, contribuait à l'ensemble de l'histoire, démontrant que la progression ne résidait pas uniquement dans la confrontation directe avec la menace, mais aussi dans la patience, l'empathie et la capacité à comprendre l'autre. Marcel, même partiellement affecté, commença à fournir des informations vitales, permettant aux protagonistes d'interpréter des schémas dans le manoir qui leur semblaient auparavant indéchiffrables. Les intrigues secondaires se sont également développées. Les habitants qui s'étaient auparavant tenus à l'écart ont commencé à participer aux patrouilles et à la surveillance sous la direction de Louise. Les vignerons et les marchands ont commencé à partager des informations historiques, pesant soigneusement chaque action, mais agissant désormais de concert. Ce changement collectif a non seulement renforcé le récit, mais a aussi reflété l'évolution de la protagoniste et du groupe. Toute la ville, encore hantée, a commencé à réagir à l'unisson contre la menace invisible.
L'évolution individuelle et collective a permis aux protagonistes d'aborder de nouveaux défis avec plus d'assurance. Des symboles auparavant incompréhensibles ont commencé à prendre sens. Les schémas de disparition pouvaient être anticipés, et le manoir, bien que toujours macabre et imposant, a cessé d'être un simple labyrinthe menaçant pour être interprété comme un système pouvant être étudié, compris et potentiellement maîtrisé. Henri fit preuve d'une plus grande flexibilité en science, Louise de plus de courage dans l'action, Dufresne d'une intuition accrue dans le leadership et Georges d'une plus grande assurance dans l'application des connaissances historiques. Chaque personnage développa ses compétences, apprenant à se faire confiance et à conjuguer leurs forces. Le récit, auparavant dominé par la peur et le chaos, commença à laisser entrevoir une lueur d'espoir. La solution à la menace ne résidait pas dans son élimination immédiate, mais dans l'apprentissage de la navigation au sein de son système complexe. La ville de Bordeaux, toujours silencieuse et enveloppée de brouillard, commença à réagir différemment. De timides signes de résistance apparurent. Des portes jadis forcées restèrent verrouillées. Des patients partiellement rétablis manifestèrent des moments de lucidité, et des ombres qui semblaient incontrôlables commencèrent à devenir prévisibles. Surmonter cette épreuve ne signifiait pas la fin du mystère, mais plutôt le développement d'outils intellectuels, émotionnels et stratégiques pour y faire face plus efficacement. À la fin de cette phase, les protagonistes étaient transformés. La peur persistait, mais elle s'accompagnait désormais d'actions conscientes. La ville, toujours macabre et pleine de mystères, offrait des défis, mais les protagonistes étaient prêts à les relever grâce à de nouvelles compétences, à leur unité et à leur courage. Cette évolution individuelle et collective préparait le terrain pour les événements finaux, où des décisions rapides, des connaissances partagées et du courage seraient essentiels pour affronter ce que Bordeaux dissimulait encore. Fort des leçons tirées des semaines précédentes, Henri, Louise, Dufresne et Georges commencèrent à organiser leurs actions de manière plus stratégique. Bordeaux, toujours enveloppé de brouillard et d'un silence inquiétant, semblait obéir à chacun de leurs pas. L'hôtel particulier, épicentre des événements macabres, devint le point de convergence de tous les indices, pistes et signes. Le sentiment était clair, la prochaine étape exigerait un courage immense et des décisions mûrement réfléchies. Les intrigues secondaires commencèrent à se dessiner. Marcel, désormais partiellement conscient, fournit de précieuses informations sur les schémas de disparition et le comportement des habitants touchés. Chaque détail de son récit permit à Henri d'anticiper les pièges potentiels et de renforcer les protocoles de protection des survivants. Parallèlement, Louise coordonnait les courageux habitants, créant de petites équipes de surveillance pour observer les mouvements suspects dans les rues et ruelles historiques. Cette collaboration renforça le sentiment de maîtrise d'une situation qui, auparavant, paraissait chaotique et imprévisible. Et Dufresne s'attachait à rassembler les informations officielles et à définir les plans d'action, tandis que Georges finalisait des cartes historiques détaillées du manoir et des lieux clés de Bordeaux. Chaque couloir, chaque cave, chaque grenier était passé au crible, à la recherche de traces d'anciens schémas susceptibles d'annoncer les événements à venir. La tension montait car, malgré une organisation partielle de la ville, l'inconnu planait toujours. Le manoir semblait doté d'une volonté propre, réagissant à la présence des protagonistes. La pression du temps devint omniprésente. Des dates précises, d'anciennes fêtes de l'aristocratie locale et des coïncidences historiques annonçaient des moments critiques. Henri et Louise estimaient que les 48 heures suivantes seraient cruciales pour éviter de nouvelles disparitions. Chaque décision avait un impact direct sur des vies humaines, exigeant une attention et une précision maximale. Ce sentiment d'urgence intensifiait le récit, maintenant le lecteur en haleine. Les interactions entre les personnages s'intensifièrent, témoignant d'une évolution et d'une complexité nouvelle. Henri fit davantage confiance à l'intuition de Louise. Celle-ci, de son côté, appréciait l'équilibre rationnel qu'apportait Henri.
Dufresne en vint à considérer les connaissances historiques de Georges non seulement utiles, mais indispensables. Et Georges apprit à adapter sa compréhension théorique au rythme de l'action concrète. Leur coopération et leur synergie devinrent une force capable de relever des défis auparavant inimaginables. Des intrigues secondaires impliquant des habitants qui semblaient auparavant sans importance prirent désormais une importance stratégique. Vignerons et commerçants signalèrent d'étranges signes dans les rues. Des enfants partiellement rétablis aidèrent à identifier des schémas comportementaux chez les personnes touchées et de petits groupes d'autodéfense surveillaient des points stratégiques de la ville. Chaque détail, chaque information contribua à construire le dénouement, créant un réseau de collaboration qui renforça le récit et attisa la tension chez le lecteur. Alors que la nuit tombait sur Bordeaux, de subtils signes d'activité dans le manoir accentuaient le sentiment d'une confrontation finale imminente. Des ombres se mouvaient dans les couloirs, des portes grinçaient inexplicablement, et d'anciens symboles semblaient luire au clair de lune. Henri, Louise, Dufresne et Georges comprirent que le mal qui émanait du manoir n'était pas statique. Il réagissait, s'adaptait et testait les limites. Chaque action du groupe provoquait une réaction de l'environnement, rendant le dénouement imminent et inévitable. Les protagonistes étaient également confrontés à des dilemmes moraux et stratégiques. Devaient-ils intervenir directement dans toutes les zones dangereuses ou concentrer leurs efforts sur l'épicentre, le manoir? Devaient-ils se servir de Marcel comme guide, même au risque de s'exposer eux-mêmes au danger? Ces décisions accentuaient la gravité de leurs actes et rendaient la préparation au dénouement non seulement physique, mais aussi psychologique et émotionnel. Chaque choix avait des conséquences susceptibles de déterminer le dénouement de l'histoire. Alors que la tension atteignait son paroxysme, toute la ville semblait retenir son souffle. Bordeaux, avec ses ruelles étroites, ses bâtiments historiques et ses caves ancestrales, se transformait en un labyrinthe vivant, influençant chaque pas des protagonistes. Le récit était au comble de l'attente. Tous les indices étaient alignés, toutes les compétences affûtées, et toutes les intrigues secondaires convergeaient vers une confrontation qui promettait d'être décisive, imprévisible et chargée d'émotions. Le décor était planté, les personnages étaient prêts, et la tension était à son comble. Chaque geste, chaque décision, chaque réaction allait influencer directement l'issue du conflit. Tout était en place pour que le point culminant de Bordeaux ne soit pas seulement une confrontation physique, mais une bataille d'intelligence, de courage et de perception, où les forces du passé, du présent et de l'invisible allèrent se rencontrer de façon explosive et macabre. La nuit bordelaise était plus calme que jamais, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Henri, Louise, Dufresne et Georges s'avançaient dans les ruelles étroites, chaque pas résonnant contre les vieux remparts. L'hôtel particulier du centre se dressait devant eux, imposant et menaçant, ses fenêtres reflétant le pâle clair de lune et projetant des ombres qui semblaient se mouvoir d'elles-mêmes. L'atmosphère était lourde, chargée du sentiment que le moment décisif était enfin arrivé. En pénétrant dans le manoir, chaque couloir semblait mettre leur courage à l'épreuve. Les ombres s'allongeaient, les portes grinçaient et des murmures indistincts résonnaient dans les salles désertes. Marcel, à moitié conscient, les guidait à travers des passages secrets, évitant pièges invisibles et symboles ancestraux. Chacun de leurs mouvements était calculé, mais l'atmosphère réagissait, comme si la maison devinait leurs intentions et tentait de les empêcher d'avancer. Henri comprit que les fioles et les formules antiques découvertes précédemment faisaient partie d'un système de contrôle, un réseau manipulant les corps et les esprits selon des schémas précis. Louise identifia des signes indiquant que le manoir était l'épicentre de rituels et qu'il fallait interrompre le cycle pour sauver les victimes. Dufresne, grâce à son expertise stratégique, coordonna les mouvements du groupe, tandis que Georges déchiffrait d'anciens symboles et instructions gravés sur les murs, révélant la séquence exacte des étapes à suivre pour neutraliser l'influence du manoir.
L'affrontement final commença lorsque des silhouettes encapuchonnées émergèrent des ténèbres du manoir, des habitants partiellement possédés, guidés par une force ancestrale que Marcel reconnut vaguement. C'était la manifestation physique d'un contrôle qui s'étendait sur plusieurs générations, un mal mêlant pouvoir historique, superstition et manipulation psychologique. Le groupe devait agir vite. Henri et Louise protégèrent Marcel et les autres survivants, tandis que Dufresne tentait de contenir les silhouettes encapuchonnées et que Georges interprétait les symboles pour briser le cycle. La tension atteignit son paroxysme lorsqu'Henri, observant les mouvements des silhouettes encapuchonnées, comprit que le moindre faux pas risquait de renforcer leur emprise sur le manoir. Il guida Louise à travers une séquence précise de gestes et d'ordres verbaux qui activaient des points stratégiques dans les couloirs, ouvrant des passages et neutralisant les obstacles. Chaque étape était cruciale. Une erreur pouvait leur coûter la vie. Marcel, malgré sa faiblesse, devint un personnage clé. Grâce à ses souvenirs fragmentaires, il reconnut des schémas chez les silhouettes encapuchonnées et indiqua des chemins sûrs. Dans un moment de tension extrême, il affronta la force qui le contrôlait, prouvant ainsi que sa conscience pouvait résister à l'influence ancestrale. Cet acte de courage offrit au protagoniste l'opportunité de progresser et d'atteindre l'épicentre du manoir où d'anciens symboles gravés au sol révélaient l'origine du mal. Georges, déchiffrant les inscriptions, révéla que le seul moyen de rompre le cycle était de détruire physiquement les symboles séculaires, tandis qu'Henri et Louise protégeaient les lieux contre toute résistance, humaine ou surnaturelle. La destruction commença, les inscriptions furent effacées, d'anciennes fioles brisées, et l'énergie macabre qui imprégnait l'espace commença à se dissiper. Le manoir sembla réagir violemment, des craquements s'élevant, des objets tombant, et des rafales de vent tentant d'entraver l'action. Chaque protagoniste dut surmonter la peur, la fatigue et la désorientation pour mener à bien cette mission. Lorsque le dernier symbole fut détruit, un silence profond s'abattit sur l'hôtel particulier. Bordeaux, même enveloppé de brume, sembla respirer à nouveau. Marcel, Henri, Louise, Dufresne et Georges sentirent le changement. Le poids de l'histoire qui pesait sur la ville commença à s'alléger. Les patients partiellement atteints recouvrèrent leurs esprits. Les ombres qui s'étaient jadis déplacées d'elles-mêmes s'estompèrent, et le sentiment d'emprise ancestrale fut enfin brisé. Ce point culminant a également engendré une transformation personnelle. Henri a appris à conjuguer science et intuition. Louise est devenue une meneuse et une stratège. Dufresne a intégré logique et intuition dans sa prise de décision, et Georges a vu ses connaissances historiques appliquées concrètement, sauvant des vies. Marcel, bien que marqué par ses expériences, a puisé sa force dans sa conscience, démontrant que même les plus vulnérables peuvent jouer un rôle décisif dans des situations extrêmes. Le manoir, désormais silencieux, portait encore les stigmates du passé, mais son pouvoir avait été neutralisé. La ville de Bordeaux, bien qu'ébranlée, avait survécu, et les protagonistes avaient prouvé que le courage, l'unité et le savoir, passé, présent et intuition, pouvaient affronter les mystères les plus macabres. Le conflit central, qui s'était étendu sur plusieurs générations, trouva son dénouement, et l'équilibre entre la peur ancestrale et l'action humaine fut enfin rétabli. Avec la destruction des symboles ancestraux et la neutralisation de la force macabre qui hantait Bordeaux, la ville laissa échapper un soupir de soulagement. Les rues, jadis enveloppées d'un épais brouillard et d'ombres inquiétantes, reflétaient désormais clairement le clair de lune, libéré du poids des murmures et des mouvements inexplicables. Henri, Louise, Dufresne et Georges comprirent que leur effort commun avait non seulement sauvé des vies, mais aussi transformé leur perception du courage, de la science, de l'histoire et de l'intuition. Marcel, bien que profondément marqué par ces événements, recouvrait peu à peu la pleine conscience. Son rétablissement symbolisait la victoire sur la manipulation et l'emprise qui s'était perpétuée de génération en génération. La ville,
malgré le souvenir encore vivace du manoir et des événements traumatisants, retrouvaient l'espoir. Les familles qui avaient temporairement perdu des membres ou vu leurs proches changer de comportement commençaient à reconstruire leur vie, soutenues par les protagonistes et la solidarité de la communauté. Henri a tiré les leçons du chaos. La science seule ne pouvait expliquer ni résoudre tous les mystères. Comprendre le passé, observer attentivement les schémas et faire preuve d'intuition était essentiel pour affronter l'inimaginable. Louise, quant à elle, a confirmé son leadership, capable d'inspirer et de guider, démontrant que le courage et l'empathie peuvent transformer des défis extrêmes en actions concrètes. Dufresne, qui s'appuyait auparavant uniquement sur les règles et les protocoles, a appris à concilier discipline et souplesse. Son leadership stratégique s'est avéré crucial pour coordonner la ville en temps de crise et garantir que chaque décision soit prise rapidement et efficacement, sauvant ainsi des vies et maintenant l'ordre. Georges a vu son érudition historique appliquée de manière concrète, comprenant que le savoir n'est pas qu'une simple théorie, mais un outil de survie lorsqu'il est utilisé avec précision. L'hôtel particulier, désormais silencieux, demeurait un témoignage de la complexité bordelaise. N'étant plus un foyer de terreur, il était devenu un symbole de l'histoire vivante de la ville. Ses couloirs, ses greniers et ses caves recelaient encore des souvenirs. Mais ces souvenirs serviraient d'enseignement aux futurs habitants, historiens et chercheurs. Le passé et le présent s'étaient enfin réconciliés, permettant à la ville d'avancer sans l'ombre d'une emprise ancestrale. Les relations entre les protagonistes se sont également renforcées. Non seulement ils ont survécu, mais ils ont tissé des liens qui ont transcendé la peur et la tension auxquelles ils ont été confrontés. Cette expérience partagée a renforcé la confiance, la compréhension mutuelle et la capacité d'agir de manière coordonnée face à des défis imprévisibles. Chacun en est ressorti transformé, plus conscient de ses forces, de ses limites et de la valeur de la collaboration. L'équilibre était enfin revenu à Bordeaux, mais plus comme avant. La ville avait pris davantage conscience de son histoire, était plus vigilante face aux signes avant-coureurs et plus unie dans la protection de ses habitants. La terreur qui avait marqué des générations avait été vaincue, non seulement par la destruction physique des symboles, mais aussi par le courage, l'intelligence et la persévérance des hommes. En définitive, la conclusion montre que même les mystères les plus macabres et apparemment insurmontables peuvent être affrontés avec courage, unité et savoir. Bordeaux, malgré les cicatrices, a su aller de l'avant. Ses habitants plus forts et ses protagonistes transformés, prêts à relever tous les défis que l'avenir leur réserve. Des mois s'étaient écoulés depuis les événements de l'hôtel particulier. Bordeaux laissa échapper un soupir de paix et ses rues historiques reflétaient enfin la tranquillité. Henri et Louise étaient toujours ensemble à la clinique, désormais attentifs aux signes subtils que la ville pouvait encore révéler. Dufresne renforça les liens entre les autorités et les habitants, veillant à ce qu'aucune menace ne passe inaperçue. Georges se consacra à la documentation de l'histoire de la ville, préservant les souvenirs et les leçons apprises. Marcel, rétabli, arpentait les rues avec assurance, se souvenant que le passé pouvait être affronté et surmonté. Mais, malgré cette paix apparente, une ombre lointaine dans les couloirs de l'hôtel particulier rappelait à tous que Bordeaux recèlerait toujours des secrets. Si vous avez ressenti la tension, le mystère et le courage des protagonistes de Bordeaux, partagez cette histoire avec ceux qui apprécient les récits macabres et surprenants. Dites-nous en commentaire quel moment vous a le plus marqué et comment vous réagiriez face à une ville regorgeant de secrets ancestraux. Votre avis compte et contribue à faire vivre ces histoires fascinantes. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre de nouvelles histoires pleines de suspense, de mystères et de rebondissements. Et activez les notifications pour ne rien manquer des prochaines aventures. Bordeaux a peut-être trouvé la paix, mais de nouvelles histoires restent. Did I just see the fish? No, I saw no fish. Are you guys crazy? Are you guys hallucinating fish? Okay, no. Thank
Guys, I think I'm drowning in water. Kina, thank you so much for the 16 months of support to Blackjack and hookers from Bunny. Hold on. Does anyone... Oh, look! Okay, so... Considering how much humans pee per day, and how many humans there were on the planet 8 years ago, there is a lake in Germany that would be more or less the size of 1 day of produced pee.